ouvrons cette édition avec la page actualité qui nous est présentée par Cher Tidiane Diao. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou Ndoye. Alors, comme annoncé au sommaire, Jacques Diop entend pour un rapport de la Saintif. Direction, la division des investigations criminelles pour y retrouver Chérif Dia. Chérif Dia, donc, Jacques Diop est toujours entendu. C'est à propos de la réactivation du rapport de la Saintif. L'homme fait signe que Chérif n'est pas encore en ligne, Mme Fatou. Tout à fait. Nous parlons de Souleymane Ndéné Ndiaye qui, lui, a décidé de ne pas répondre à la DIC pour le moment. Il est catégorique, il ne répondra pas à une convocation de la gendarmerie, mais plutôt à une haute cour de justice. C'était lors d'un entretien accordé à nos confrères de la radio Futur Média. Synthèse avec Marie-Christine Mendy. Souleymane Ndéné Ndiaye ne répond que devant une haute cour de justice. L'ancien Premier ministre assimile la démarche à de l'acharnement. Le directeur de campagne de Maître Wade durant la présidentielle de 2012 soutient que c'est l'élégance républicaine qui commande que les procédures prévues par la loi soient utilisées pour entendre des gens qui ont un statut n'est pas respecté. Souleymane Ndéné Ndiaye de faire la leçon au nouveau régime. Dans un état de droit, dit-il, on ne doit pas faire convoquer un ministre à la gendarmerie avant de mettre en place une haute cour de justice. Le maire de Guinguinéo soutient qu'il n'a pas de compte à rendre à personne. L'ancien Premier ministre de poursuivre qu'il ne peut pas être audité pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas géré de deniers publics. Néanmoins, il soutient qu'il est devenu plus riche aujourd'hui qu'avant de venir aux affaires. Voilà, donc c'était l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye qui dit qu'il ne se soumettra pas une convocation à la DIC. Nous parlons de toute autre chose avec la ville de Saint-Louis, qui va abriter le premier conseil des ministres décentralisé. Une initiative du gouvernement pour faire vivre aux populations une démocratie de proximité. Pour en savoir plus, nous écoutons Ibou Diouf. Une rupture dans la démarche, dans la manière de faire une démocratie de proximité adoptée par le gouvernement de Macky Sall. Et pour rester dans cette logique, la ville de Saint-Louis est choisie pour abriter le premier conseil des ministres décentralisé. Le jeudi 07 juin 2012 à Saint-Louis. Ce conseil sera précédé la veille, c'est-à-dire le mercredi 06 juin 2012, d'un conseil interministériel présidé par M. le Premier ministre autour des priorités d'investissement de la ville et de la région de Saint-Louis. Toutes les questions qui bloquent le développement économique et social de la région seront abordées. Acte révolutionnaire de gouvernance, la tenue de ces rencontres décentralisées permettra de faire vivre aux populations la démocratie de proximité. Car une bonne politique de décentralisation doit toujours s'appuyer sur un territoire bien aménagé. L'initiative est louable, même si elle pourrait faire l'objet de dépenses supplémentaires. Je voudrais vous rassurer à ce niveau. Vous savez, ce qui caractérise le gouvernement du président Macky Sall, c'est d'abord la rupture et surtout la prudence par rapport aux dépenses. Il ne s'agit pas d'amener tout son département là-bas. Il s'agit juste que le ministre se déplace avec son conseiller ou avec un élément de son département pour qu'une fois sur place, qu'on puisse, le temps d'une rencontre, échanger sur les opportunités réelles. Il n'y a pas un additif de budget, il n'y a aucune dépense extraordinaire à faire, il y a juste à faire travailler nos équipes comme cela se doit. Nous avons pour seule préoccupation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'être au chevet de nos populations. Après Saint-Louis, Kaolack va accueillir un conseil interministériel suivi d'un conseil des ministres décentralisé autour des problèmes de cette région. Ibou Diouf, merci. Je pense que cette fois-ci c'est le bon. Chérif Dia est en ligne. Je vous rappelle qu'il est à la division des investigations criminelles où Jacques Diop est toujours entendu depuis ce matin d'ailleurs à propos de la réactivation du rapport de la Saintif. Alors Chérif Dia, il n'est toujours pas sorti. Oui, Jacques Diop est sorti, il vient même d'entrer dans son véhicule, de s'engouffrer dans son véhicule pour rentrer chez lui. Il est sorti, il a fait une très courte déclaration. On peut comprendre qu'il a dit même qu'il a bien lu le rapport de la Saintif et il qualifie ce rapport de calomnieux, d'injuste et il dit même qu'il n'a rien à se reprocher, contrairement à cette présumée affaire de blanchiment d'argent qu'on lui reproche lorsqu'il était à la tête du CRAES, le Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. Donc, Maître Jacques Diop est sorti très serein, même si l'audition a duré.
puisque depuis 8 heures, il est arrivé dans les locaux de la division des investigations criminelles. Donc c'est à 20h10 qu'il est sorti. Mais Maître Mbaye Jacques Diop dit qu'il n'a rien à se reprocher. Il est blanc comme neige et il qualifie encore une fois ce rapport de la CENTIF, ce rapport calomnieux. Voilà, donc vous l'avez entendu, Maître Mbaye Jacques Diop, donc sorti des locaux de la division des investigations criminelles, l'ancien maire de Rufisque, donc qui qualifie le rapport de la CENTIF de calomnieux et d'injuste. Nous y reviendrons, Mame Fatou Ndoye, dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Nafissatou Sylla, Mame Fatou Ndoye. C'était tout pour la page Actu pour ce soir. Merci, cher Tidiane. On vous retrouve dans quelques minutes pour la page des sports. La décision du gouvernement de retirer à plusieurs bateaux étrangers leur licence de pêche commence à porter ses fruits. Ainsi, depuis quelques semaines, le poisson se trouve en quantité importante sur les marchés dakarois. Les vendeurs et pêcheurs ne s'y trompent pas et saluent l'initiative du gouvernement sénégalais. Reportage Fatima Taba Diafaraba. Sont en abondance sur les marchés de Dakar. Pêcheurs et vendeurs justifient cette situation par la rareté des bateaux étrangers sur les côtes sénégalaises. Vous savez maintenant, il nous arrive de revoir certaines variétés de poissons qui avaient disparu. Franchement, les bateaux étrangers nous ont fait souffrir. Ces temps-ci, nous avons beaucoup de poissons. On ne se plaint pas du tout. Cette décision de mettre fin à l'attribution des licences de pêche aux bateaux étrangers est venue à son heure. Malgré l'abondance de cette denrée, certaines variétés de poissons coûtent encore trop cher. Du poisson, il y en a, mais certaines variétés, comme la dorade, restent toujours chères. La caisse est passée, par exemple, de 25-30 000 à 75 000 francs CFA. Le poisson est maintenant à la portée de tout le monde selon cette mère de famille. Les prix des poissons sont maintenant très abordables. Vraiment, nous nous en réjouissons. La décision du gouvernement de mettre fin à l'attribution des licences de pêche aux bateaux étrangers a été saluée par les acteurs de la pêche. Maintenant, ils souhaitent que les prix de l'essence soient revus à la baisse. Nous parlons encore de pêche, mais cette fois-ci, nous allons aux îles Saloum, où justement la pêche reste la principale activité, sauf que les populations se sentent marginalisées par rapport à l'accès aux ressources. Les insulaires de Sipo, l'une de ces îles du Saloum, demandent plus de moyens pour l'exploitation des fruits de mer. Fatou Kinedem Amadi Biagui. La pêche, l'exploitation des fruits de mer restent les principales activités économiques à Sipo, une des îles du Saloum. Nombreuses sont des femmes qui s'activent dans ces domaines. On n'a pas le choix, c'est pour cette raison qu'on s'active dans ce métier. On s'active autour de la pêche, de l'exploitation des fruits de mer, du maraîchage. En cette période, l'exploitation des fruits de mer, c'est presque ce que nous faisons. Ce travail générateur de revenus connaît d'énormes difficultés liées au manque de moyens. Le fait que nous prenions les pirogues pour chercher des fruits de mer, c'est difficile pour nous. Parfois, on se fait des soucis pour nos familles, surtout avec les enfants qui restent à la maison. Nous n'avons pas les moyens pour acheter du gasoil. De ce fait, nous empruntons des pirogues pour pêcher. Un moyen difficile pour les femmes. Entre autres contraintes, l'accès aux ressources, au financement. Les insulaires de cette localité, non loin de la communauté rurale de Toubacouta, se sentent délaissés. Ils exhortent les autorités à satisfaire la demande sociale. Kinedem, merci. Un secteur porteur de richesses méconnu, voilà qui devrait intéresser les Sénégalais. Il s'agit de l'achat et de la vente de ferraille. Les professionnels du secteur se frottent les mains et déclarent des bénéfices à coups de millions par an, mais aussi paradoxal que cela puisse paraître au moment où des tonnes de ferraille quittent donc Ziguinchor direction Dakar. Les forgerons sur place déplorent le manque d'aluminium. Suivons ce reportage de Bakary Conté. Chorois s'active dans la recherche de la ferraille. Des enfants, des jeunes ou pères de famille se frottent les mains. Vous savez, grâce à la ferraille, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues riches.
Certains à Dakar, vous les voyez avec leurs voitures, leurs immeubles. C'est grâce à la ferraille. C'est un travail qui peut rendre riche, mais on ne peut pas tout vous dire. Il faut vraiment être du milieu pour savoir. Si certains gagnent de l'argent, d'autres déplorent le manque de l'aluminium. Actuellement, vous savez, on a des problèmes avec l'aluminium. Des gens viennent ici pour se le procurer. Alors, ça nous pose des problèmes, ça nous pose d'énormes problèmes. L'évacuation de cette ferraille vers Dakar constitue un véritable problème à cause de la cherté du transport. Pour trouver un camion de 30 tonnes pour charger la ferraille, c'est très compliqué parce qu'il demande cher, entre 300, 400 et même 500 000 francs CFA. Les professionnels du secteur demandent des financements auprès du gouvernement. Il faut qu'on nous aide. Il faut qu'on nous aide à trouver des financements parce que vous savez, l'aluminium coûte très cher. Ça nous aiderait beaucoup d'avoir un soutien. Chaque année, plusieurs tonnes de ferraille quittent la région de Ziguinchor pour Dakar, estimé à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Dans quelques instants, la page des sports. À peine parti, déjà revenu, il s'agit de Cheikh Tidiane Diao qui va nous parler de l'avion présidentiel mis à disposition pour l'équipe nationale du Sénégal. Au moins pour le voyage à l'aller, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, souhaite aussi que tout soit réglé, notamment la question des primes pour mieux aborder ce match contre l'Ouganda. Je vous propose de l'écouter. Depuis quelques années, l'État nous accompagne dans ce genre de périples qui sont très compliqués en Afrique. L'Ouganda, ce n'est pas la porte à côté. L'État, à travers le ministère des Sports, nous a confirmé la disponibilité au moins pour le voyage aller de l'avion présidentiel. Nous les en remercions. Maintenant, pour le reste, nous avons aussi les bonnes dispositions du ministère pour que tout soit mis en place. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est que ça le soit assez tôt. Aujourd'hui, en ce qui concerne les primes des joueurs, les remboursements de transport, si tout est mis en place avant qu'on quitte ici, cela nous permettra à nos joueurs de partir la tête vraiment légère et surtout de se consacrer à ce qu'ils savent faire, c'est le terrain. Et j'espère que le ministère et l'État nous accompagneront. Je n'ai aucun doute là-dessus parce que le ministre Malick Gakou est aussi motivé que nous pour aller à la Coupe du Monde. Maître Augustin Senghor, le président de la FSF, retour sur ce match avec un homme qui a souffert le martyre. Il s'agit du défenseur Abdoulaye Ba, le défenseur donc qui pense qu'il y a eu faute sur lui, sur le but libérien, mais il n'en veut pas à l'arbitre. Nous l'écoutons. Je respecte mon métier qui fait, donc ça m'a frustré parce qu'on a pu encaisser ce but qu'on a encaissé qui dirait ça fait partie de l'apprentissage. Nous parlons basket à présent, Cheikh Tidiane, le Dakar University Club, vainqueur du trophée Arc-en-Ciel. Pour la 10e fois donc, les Duchesses ont gagné ce trophée ce dimanche. C'était face au Giraffe, le Giraffe qui n'a jamais presque existé dans ce match face au Dakar University Club. Score final 56-40. Écoutons la satisfaction de l'entraîneur des Jaunes et Noirs, interrogé par Abdoulaziz Ndiaye. Déjà la stratégie, on a en face de nous une équipe qui joue bien, qui est bien organisée en attaque et non pas un bon garni. On s'est dit il fallait déjà jouer vite pour les fatiguer. C'est vrai que l'entame a été difficile, mais après au fur et à mesure, on sentait quand même une certaine fatigue de l'équipe adverse et il fallait jouer vite et voilà pourquoi on est arrivé à cette victoire. C'est le fruit d'un travail, vraiment on travaille beaucoup durement et l'objectif déjà c'était de gagner le maximum des trophées et par rapport à ça, par rapport aux individualités, l'équipe qu'on a, donc il fallait travailler offensivement et insister sur les points faibles et les points forts.
Et puis athlétisme à présent avec Mamadou Kassé Anne, qualifié pour les Jeux Olympiques de Londres. Il a remporté la course du 400 mètres de Marseille avec un temps de 49 secondes 42 centièmes. Donc il devient le 3e athlète sénégalais à décrocher sa qualification aux Jeux Olympiques après Ndeye Fatou Souma et Ndis Kababadji. Et puis Mamfatou pour terminer, rugby avec le Grand Chelem pour Djambar. Elle a été sacrée championne du Sénégal 2012, une semaine après sa victoire en Coupe du Sénégal. Les victimes préférées des Djambar, les Requins, battus 3-0. Donc Djambar qui affirme son leadership dans le rugby sénégalais. Tidiane Diao, merci beaucoup. Nous continuons cette édition avec le focus de ce soir qui parle santé, lutte contre le paludisme. Une de nos équipes s'est rendue dans un poste de santé à Liberté 6. Constat fait, les progrès sont importants. Depuis janvier, un seul cas de paludisme a été enregistré par le chef de poste. Et pour maintenir cette tendance, le service national d'hygiène met en place un programme de prévention contre le paludisme qui inclut également la grippe et le choléra. Le plan d'action démarre au mois de juillet. Reportage d'Aminata Mbaresso. La patiente subit un test de diagnostic rapide pour le paludisme. 2 minutes après, le résultat est négatif. À l'instar de cette patiente, les cas de paludisme se font rares ici, au poste de santé de Liberté 6. Depuis le mois de janvier qu'on a noté un seul cas, il n'y a plus de cas de palu. Et ce cas de TDR positif, c'est un malade qui vient de, je ne sais, Mbaké ou Touba. Des résultats obtenus grâce à l'utilisation de la moustiquaire dans les ménages. Je trouve que la moustiquaire est la meilleure méthode de prévention contre le paludisme. D'aucuns utilisent les pompes, mais j'ai peur que ces produits toxiques provoquent d'autres maladies. J'ai toujours dormi sous moustiquaire imprégnée, quelle que soit la période de l'année. D'autres sites à risque dans la propagation des maladies telles que le paludisme, les sites inondés. Les populations interpellent le service national d'hygiène. J'étouffe quand je dors sous moustiquaire imprégné. Honnêtement, je n'aime pas trop. Et je voudrais que les autorités fassent des opérations de désinsectisation dans tout le quartier. Un appel qui va sans doute trouver une réponse. Un plan d'action pour la prévention du choléra, de la grippe et du paludisme va être mis en œuvre par le service national d'hygiène. Les 4 départements de la région de Dakar sont ciblés par cette campagne de prévention. Nous recevons à présent l'adjudant-major Gorengay, adjoint au chef de la brigade départementale d'hygiène de Dakar. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Mamfatou. Alors, parlez-nous un peu de ce plan qui inclut à la fois le paludisme, la grippe, le choléra. Pourquoi ces 3 maladies? Voilà, Mamfatou, nous vous remercions de nous avoir invités sur ce plateau pour quand même donner des explications aux populations concernant le plan d'action de lutte contre le choléra, le paludisme et la grippe AH1N1. Ces 3 maladies, comme nous l'avons si bien dit tout à l'heure dans l'émission, eh bien, causent d'énormes problèmes aux populations sénégalaises. Si on voit les statistiques au niveau des structures sanitaires, on se rend compte que, véritablement, c'est des maladies qui doivent connaître, n'est-ce pas, comment dirais-je, une réflexion très avancée pour permettre aux populations, pour amoindrir, du moins, les risques encourus. C'est la raison pour laquelle la sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar a élaboré ce plan d'action pour quand même, de concert avec les partenaires privés et publics, n'est-ce pas, de pouvoir mener une batterie d'actions pour réduire au maximum ces 3 maladies. Tout à fait. Monsieur Ndiaye, concrètement, comment vous allez procéder? Voilà, le plan d'action s'articule autour de 5 points. D'abord, nous avons procédé à la formation de relais communautaires pour nous appuyer, n'est-ce pas, en personnel, pour pouvoir quand même exécuter l'ensemble des activités que nous aurons à mener au bénéfice des communautés. Nous avons, au niveau, Dakar est réparti le département de Dakar est réparti en 4 districts sanitaires. Dans chaque district sanitaire, nous allons former 30 relais communautaires. Ça fera un total de 120 relais communautaires. Ces 120 relais communautaires vont quand même appuyer le personnel du service national de l'hygiène
qui sont déployés sur le terrain pour nous permettre de visiter le maximum de domiciles, de ménages, en les sensibilisant sur les techniques, n'est-ce pas, de prévention du choléra, du paludisme et de la grippe AH1N1. À partir de ce moment, nous allons également, hormis cette activité, nous allons former également dans chaque commune d'arrondissement. Dakar est réparti en 19 communes d'arrondissement. Nous allons former au niveau de chaque commune d'arrondissement 19, nous allons tenir 19 forats, et dans ces forats, nous allons quand même capaciter les leaders d'opinion, les mouvements associatifs, n'est-ce pas, les délégués de quartier, en tout cas toutes les personnes pouvant quand même, les associations féminines, pour pouvoir les permettre, n'est-ce pas, d'être bien capacités pour pouvoir quand même vulgariser les messages de prévention. On se rend compte donc qu'il s'agit vraiment d'une campagne de proximité. Vous essayez de vous approcher au plus des populations. On sait que pour le paludisme, d'énormes progrès ont été faits, mais pour peut-être le choléra, c'est là où le problème risque de se poser avec les problèmes d'insalubrité, etc., etc. Voilà, les causes ne sont pas les mêmes pour ces maladies, pour ces deux maladies. Entre le paludisme et le choléra, n'est-ce pas, le paludisme est une maladie infectieuse, mais due à un vecteur qu'on appelle l'anophèle. Donc le service d'hygiène va procéder, pour combattre le paludisme, procédera d'abord, n'est-ce pas, à la lutte antivectorielle, qui consiste à détruire les larves et les insectes adultes. Pour les larves, au niveau des caniveaux et des stagnations d'eau, nous allons procéder à la délarvation, qui est une activité technique. À part la délarvation, nous avons également le poudrage, c'est-à-dire l'épandage de poudre au niveau, n'est-ce pas, de l'espace, pour détruire les vecteurs adultes. Donc, en période hivernale, le service d'hygiène procède à ces deux activités qui consistent à combattre les vecteurs, l'anophèle femelle. Hormis cela, il y a également des conditions qui favorisent, n'est-ce pas, la multiplication et le développement de ces insectes. Pour ce faire, nous allons également faire une campagne de proximité pour amener les populations, n'est-ce pas, à bien collecter les ordures ménagères, n'est-ce pas, à éviter, n'est-ce pas, la stagnation des eaux, à élaguer les arbres, n'est-ce pas, à procéder à la délarvation et à isoler tout récipient pouvant recueillir les eaux de pluie. Et pour le choléra, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont dans les rues, souvent les aliments ne sont pas protégés. Et c'est également de vos rôles, de pouvoir contrôler tout ça et de prendre des mesures. Voilà. Comme nous le savons, le choléra également est dû à un vibrion qu'on appelle le vibrion cholérique. Et ce vibrion vit essentiellement dans l'eau ou dans les aliments. Donc, comme on l'a si bien dit, il s'agit, n'est-ce pas, d'épouser, d'adopter des comportements propices à une hygiène de vie collective pour pouvoir quand même se prémunir de la transmission de cette maladie. Et nous savons qu'au niveau, n'est-ce pas, au Sénégal, nous avons notre propre, comment dirais-je, nous avons des habitudes, telles que par exemple les regroupements humains. Au niveau des gamous, des magal, des appels et des cérémonies religieuses telles que les baptêmes et les mariages. Donc c'est une alimentation collective qui se procède à ce niveau. À telle enseigne que donc il y a des règles d'hygiène individuelles et collectives à adopter pour pouvoir quand même éviter la transmission de cette maladie. Adjudant, nous arrivons pratiquement à la fin de cette édition. Juste un mot sur les moyens, parce que vous avez énuméré beaucoup de mesures. Apparemment, la campagne démarre au mois de juillet. Maintenant, quels sont les moyens mis à disposition, soit par l'État, soit par les partenaires? Bon, le service d'hygiène, je profite de cette occasion pour remercier le colonel Youssouf Gaye, qui est le chef du service national de l'hygiène, le colonel également Pape Salambou, qui est le chef du service régional d'hygiène de Dakar, et l'adjudant-major Alangom, le chef de la sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar, qui a élaboré lui-même ce plan d'action de lutte contre le choléra, le paludisme et la grippe AH1N1. Sur les moyens. Sur les moyens, nous avons deux sources. Nous avons d'abord le secteur privé, l'UNICEF, Veolia,
n'est-ce pas, comment dirais-je... Est-ce que vous avez budgétisé? On a budgétisé, le plan est là, après je vais vous le passer. À peu près combien? Il vous faudra combien de millions pour pouvoir mener à bien cette campagne? Bon, au total, le plan est ainsi élaboré et le total, secteur public, secteur privé, s'élève à 84 950 000 francs. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Adjudant-major Gora Ndiaye du service national d'hygiène, nous vous remercions. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. Dans quelques instants, retrouvez Pape Abdoulaye Der dans Planète Sport et puis Question Directe animée par Alassane Samba Diop. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Excellente soirée à tous.